Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vous propose d'attendre encore quelques minutes pour permettre à tous les participants de rejoindre le webinaire, puis nous démarrons sous peu. Voilà, on voit le nombre de participants qui augmente, donc on va encore attendre une petite minute et puis on démarre. Super, écoutez, je vous propose de démarrer ce webinaire. Donc bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui est organisé dans le cadre de la quinzaine de l'économie circulaire et dans lequel nous allons vous présenter les liens entre la directive CSRD et l'économie circulaire. Je m'appelle Laura Chabenderian, je suis consultante en durabilité et économie circulaire chez Mobus. Et avec mon collègue Thomas, nous vous guiderons tout au long de ce webinaire qui durera 1 heure. Et nous avons également l'honneur d'accueillir Aurélie Mossou, qui est manager développement durable au sein du groupe NMC et qui apportera son témoignage sur le sujet durant ce webinaire. Peut-être avant de démarrer le webinaire en tant que tel, un petit rappel des points pratiques. Le son de tous les micros ont été coupés par défaut et donc on vous demandera que toutes les questions que vous avez durant la présentation soient adressées via le chat box qui est prévu à cet effet. Nous avons prévu un moment à la fin du webinaire pour répondre à l'ensemble des questions. J'anticipe aussi une question pratico-pratique. L'enregistrement et les slides du webinaire vous seront évidemment partagés à toutes et tous à la fin du webinaire. Et enfin, une enquête vous sera également envoyée après le webinaire et nous apprécierons vraiment votre retour sur celui-ci pour voir un petit peu ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pu en retirer. Donc, durant ce webinaire, on va regarder un petit peu le programme suivant. Donc, la première partie va un petit peu introduire la directive CSRD et les liens avec l'économie circulaire. Ensuite, on va examiner un petit peu plus en détail quelles sont les obligations d'information qui sont liées à la norme ESRS sur l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. C'est la norme E5 de la directive CSRD. Et puis, nous serons heureux d'entendre Aurélie Mossou qui témoignera de l'importance de l'économie circulaire au sein du groupe NMC. Et enfin, Thomas, mon collègue, présentera un outil qui a été développé par Vito et qui permet d'évaluer la maturité en ce qui concerne l'économie circulaire. Et enfin, évidemment, nous terminerons par une session de questions-réponses et une clôture. Mais peut-être avant de démarrer en tant que tel le programme, on souhaiterait vous demander
voilà, évaluer un petit peu le niveau de connaissance relatif à la directive CSRD à travers un court sondage. Donc, on espère que vous pourrez prendre une petite minute pour répondre à ce sondage. Bon, ben super, on voit qu'en tout cas, l'ensemble des participants qui ont répondu au sondage connaissent déjà les principes de base de l'économie circulaire. On va les passer en revue rapidement, mais voilà, néanmoins, pour ceux qui croient savoir ou qui n'en savent rien du tout, eh bien, on va de toute façon rappeler un petit peu les principes généraux. Donc, démarrons un petit peu sur la première partie. Donc, qu'est-ce que la directive CSRD et ses liens avec l'économie circulaire? Donc, la directive CSRD, en fait, c'est une directive qui demande la publication d'informations en matière de durabilité pour les entreprises. Il y a en fait deux objectifs principaux. Le premier, c'est la transparence et le second, c'est la cohérence et la comparabilité des informations qui sont publiées. Sur la transparence, la directive CSRD ne demande pas en fait qu'une entreprise possède une stratégie ESG mature sur l'ensemble des critères qui sont repris dans la directive, mais bien aux entreprises de décrire en toute transparence la conformité ou non sur toute une série de critères en fonction des différents standards qui sont publiés. Et sur la comparabilité, c'est justement à travers la standardisation de la manière d'établir votre analyse ESG et de rapporter celle-ci que la comparabilité va être voilà, on va dire plus aisée sur les différents sujets au sein des entreprises, évidemment, du même secteur ou qui ont des activités comparables. Si on regarde un petit peu au niveau des entreprises qui est soumis à cette directive CSRD, en fait, il y a deux cibles. Ce sont toutes les sociétés qui sont cotées sur les marchés réglementés européens et toutes les grandes entreprises qui répondent à au moins 2 des 3 critères suivants, donc qui ont plus de 250 salariés et qui ont plus de 40 millions de chiffre d'affaires ou plus de 20 millions d'actifs au total. Et pour les entreprises des pays tiers qui possèdent au moins une filiale en Europe et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 150 millions d'euros en Europe. Donc ça, c'est un petit peu au niveau de l'applicabilité. Et si on regarde un petit peu le contenu, qu'est-ce qui est demandé en termes de publication? Donc, il y a évidemment un format de publication qui est obligatoire. Ici, on parle d'informations dans le rapport annuel avec un balisage numérique. Il y a toute une série de normes, on va revenir dessus par la suite, qui couvrent les 3 domaines ESG, donc environnementaux, sociaux et de la gouvernance. Et il y a un principe à utiliser, on y reviendra par la suite aussi, c'est le principe de la double matérialité. Au niveau de l'audit, donc il y a une assurance limitée qui est obligatoire par un auditeur. Et enfin, au niveau du calendrier, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les entreprises qui sont soumises à la NFRD devront rapporter en 2025 sur l'année fiscale 2024. Toutes les grandes entreprises qui ne sont pas soumises à la NFRD rapporter en 2026 sur l'exercice 2025 et toutes les PME cotées devront rapporter en 2027 sur l'année 2026. Et puis enfin, les entreprises des pays tiers devront rapporter en 2029 sur l'exercice 2028. Donc ça, c'est un petit peu les principes généraux de la directive CSRD. Et si on regarde un petit peu plus dans le détail, comment ça fonctionne, quelle est en tout cas la structure de cette directive. Donc, il y a 2 normes transversales qui s'appellent le ESRS 1 et le ESRS 2. Et en fait, ces deux premiers standards sont des standards un petit peu généraux qui présentent les lignes directrices et différentes définitions qu'il va falloir suivre lors du rapportage
dans le cadre de la directive. Il y a aussi pas mal d'informations sur comment établir une analyse de double matérialité. Il y a aussi des demandes de rapportage par rapport à la gouvernance, etc. Donc ça, ce sont deux normes, on va dire, plutôt explicatives de la suite et qui reprennent toutes les définitions qui devront être suivies pour le rapportage dans les standards particuliers. Puis si on regarde au niveau de la première couche d'information, eh bien, on va demander quelle que soit l'entreprise et quel que soit son secteur, de rapporter sur les thèmes environnementaux, sociaux et de gouvernance en fonction d'une analyse de matérialité. Donc, vous devrez rapporter, pas sur tous les standards, mais sur les standards sur lesquels il y a une analyse de matérialité qui a déterminé que ces sujets-là étaient importants pour votre entreprise. Donc, si on regarde au niveau des thèmes environnementaux, donc il y a évidemment le changement climatique. Il faut savoir que le changement climatique est le standard qui est obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit le secteur. Puis il y a ensuite un standard relatif à la pollution, donc pollution de l'air, pollution des sols, pollution de l'eau. Un standard relatif à l'eau, un à la biodiversité, aux écosystèmes, et enfin celui qui nous intéresse aujourd'hui, celui qui concerne l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Puis il y a évidemment le deuxième thème, les thèmes sociaux, qui reprennent 4 sous-domaines, donc tout ce qui concerne vos employés, les employés également dans la chaîne de valeur, mais également les communautés qui sont impactées par vos activités en amont ou en aval, et le quatrième standard qui concerne les consommateurs et utilisateurs finaux de vos produits. Et enfin, le troisième thème qui concerne la gouvernance, on demande de rapporter toute une série d'informations concernant la conduite des affaires. Il faut savoir que vous avez l'obligation de rapporter sur le standard qui a été identifié comme matériel suivant votre analyse de matérialité, mais il y a toute une série d'informations néanmoins qui sont obligatoires à divulguer quelle que soit la matérialité. Donc, il y a des obligations de rapportage qui sont indépendantes de votre analyse de matérialité. Il y a également 2 autres couches, mais qui sont, on va dire, en construction. Ce sont des normes qui sont spécifiques à certains secteurs, et celles-ci sont en train d'être construites par EFRAG, qui est l'organisme qui se charge de développer les standards pour l'Europe. Et évidemment, si vous avez des normes spécifiques que vous suivez, vous pouvez également les rapporter dans votre rapport de durabilité. Si on regarde un petit peu plus en détail la norme E5, qui est celle qui concerne l'utilisation des ressources et l'économie circulaire de la... Celle-ci, et d'ailleurs tous les autres standards, qu'ils soient environnementaux, sociaux ou sur la gouvernance, suivent 4 grosses parties, 4 gros blocs. Le premier, donc, qui concerne la matérialité. Thomas va présenter ça un petit peu plus en détail par la suite, mais on va vous demander de rapporter les résultats de votre analyse de matérialité et quels sont les risques et opportunités qui ont été identifiés dans le cadre de cette analyse-là. Le second bloc concerne les politiques et les actions que vous avez mis en place au sein de votre entreprise pour répondre aux risques et aux opportunités qui ont été identifiés. Ensuite, on vous demandera de rapporter sur toute une série d'indicateurs et d'objectifs. Et c'est dans cette partie-là que parfois, indépendamment de votre analyse de matérialité, on vous demandera de rapporter sur certains indicateurs qui sont obligatoires. On verra par la suite, par exemple, sur le standard E5. Et puis enfin, de rapporter également sur quels sont les effets financiers des risques et opportunités qui auront été identifiés. Donc, on vous propose de passer en revue ces 4 gros blocs et d'examiner en particulier ce qui est demandé dans chacune de ces parties pour le standard sur l'utilisation des ressources et l'économie circulaire. Je cède la parole à mon collègue Thomas. Merci Laura et bienvenue à toutes et à tous. Donc la première étape est d'effectuer, comme Laura a dit, l'analyse de la matérialité. Donc les normes demandent essentiellement d'identifier les risques, les opportunités liées à un sujet donné. Ici, on va parler bien sûr de l'économie circulaire. Donc en général, l'analyse de matérialité, ça donne l'opportunité à une entreprise de mieux comprendre son impact sur l'environnement externe ainsi que les risques et les opportunités liées
ESG. Et la réalisation d'une telle analyse est obligatoire pour les entreprises qui doivent respecter la réglementation CSRD. Et les normes prescrivent un processus particulier pour l'analyse de la matérialité pour le sujet de l'économie circulaire, et c'est l'approche qu'on appelle LEAP, suivant les étapes suivantes, donc locate, evaluate, assess et prepare. Donc, il s'agit tout d'abord de cartographier l'utilisation des ressources au sein de l'entreprise et aussi de sa chaîne de valeur. Donc, les questions à se poser, c'est quel type de ressources utilisons-nous? Quelle est la part des ressources renouvelables? Quelles sont les activités, les départements au sein de mon entreprise qui sont à forte intensité de ressources? Et quels sont bien sûr aussi les produits ressources sortants? Comment sont-elles structurées en termes de produits qu'on met sur le marché, en termes de type de déchets qu'on produit? Et la norme demande donc de faire preuve de transparence sur les principales ressources que vous utilisez et sur la manière dont vous les transformez et les introduisez dans la chaîne de valeur en aval. Et donc, les outils généralement utilisés sont l'analyse des flux de matériaux, ou encore certaines évaluations spécifiques telles que les analyses de cycles de vie ACV. Deuxièmement, vous évaluez les risques et les opportunités associées aux flux entrants et sortants des ressources. Donc, les risques peuvent provenir de deux sources. Il y a les risques liés à la transition vers une économie circulaire ou encore les risques de ne pas passer à une économie circulaire et de rester dans un scénario de maintien du status quo. Les risques proviennent généralement de différentes sources comme politique et juridique, développement technologique, dynamique de marché, mais ils peuvent aussi être liés aux risques physiques, comme par exemple la rareté de certaines matières premières. Pour de nombreuses entreprises, la transition vers une économie circulaire, ça offre également des opportunités et des avantages. Donc, c'est aussi un aspect qui doit être évalué. Donc, les opportunités peuvent provenir de l'utilisation efficace des ressources, la création de nouveaux marchés finaux ou encore d'une résilience accrue. Donc, les techniques d'analyse typiques déployées dans cette deuxième phase sont l'engagement des parties prenantes, une analyse réglementaire pour investiguer, entre autres, les initiatives qui sont prises au niveau de l'Union européenne, comme par exemple la réglementation avec l'éco-conception des produits durables, les nouveaux écolabels qui sont en cours de lancement et autres. Et troisièmement, donc votre analyse de matérialité doit vous permettre de sélectionner pour votre entreprise une série de risques, une série des opportunités le plus matériel, le plus crucial pour votre entreprise. Et c'est là que vous pouvez ensuite les traiter avec les bonnes politiques, avec les bons plans d'action. Et ainsi, vous pouvez faire progresser avec les bons objectifs et les bonnes mesures. Donc, traduisons cela en pratique. Examinons un exemple d'un convertisseur de plastique. Donc, les convertisseurs de plastique, en général, ils utilisent généralement un ensemble de matériaux entrants comme du polyéthylène, polypropylène, polystyrène et se caractérisent souvent avec un niveau élevé de ressources vierges, mais aussi avec un niveau assez élevé de recyclage interne des déchets de production. Donc, les convertisseurs de plastique peuvent être actifs sur pas mal de marchés différents, comme l'électronique, des produits de construction ou encore de l'emballage. Et pour l'emballage, c'est très important que les sorties de produits sont généralement caractérisées par un cycle de vie très court. Et ça entraîne des risques, des opportunités spécifiques. Par exemple, il y a cette directive Single-Use Plastics de l'Union européenne qui interdit de plus en plus certains articles jetables et encourage la réutilisation ou pousse encore plus vers un degré plus élevé de contenu secondaire ou de recyclabilité. Et donc, l'incapacité d'intégrer des ressources secondaires, tant du point de vue technologique que du point de vue accès, ça peut constituer un risque. Et ce sont ce type de risques qu'on veut traiter avec les bonnes politiques et les bons plans d'action. Une entreprise qui est, d'après moi, assez avancée en ce qui concerne le reporting sur la matérialité, c'est Solvay. Ils évaluent la matérialité de divers sous-thèmes de l'économie circulaire et les énumèrent comme priorité.
comme vous voyez ici, il y a la conception des produits qui est indiquée, il y a aussi la production des déchets. Et dans cet exercice-là, ils réussissent à lier ce thème considéré comme matériel aux bonnes opportunités et ils intègrent aussi les risques dans leur processus de gestion des risques d'entreprise en lien avec l'économie circulaire. Et donc, ceci, ça en résulte que Solvay a, dans son tableau de bord 2030, quelques objectifs spécifiquement liés à l'économie circulaire, comme un objectif spécifiquement sur les revenus circulaires, mais aussi ils ont aussi un objectif de réduction des déchets industriels qui est indiqué. Ensuite, regardons-nous aux politiques et aux actions. Donc, un politique, qu'est-ce qu'une politique? C'est un système de gestion que vous avez mis en place pour gérer un risque ou une opportunité spécifique et de vous pousser vers un résultat que vous souhaitez atteindre. Donc, il s'agit généralement d'un système qui aide à orienter les décisions, les actions et les comportements. Donc, on va parcourir quelques exemples. Donc, pour nous, les modèles circulaires sont un bon exemple de politique circulaire, comme par exemple les combinaisons produits-services. Et un exemple, c'est l'assurance mensuelle de Van den Borren, que vous connaissez probablement comme détaillant d'électronique. Et ils mettent en place cette assurance pour anticiper les coûts de réparation. Mais avec cette assurance, ils peuvent récupérer pas mal de données et ces données sont collectées et rapportées dans un système de monitoring et ils sont utilisés pour calculer et communiquer vers l'externe un score de durabilité pour ces appareils. Donc, c'est un score qui prend en compte la durabilité et en parallèle aussi la réparabilité. Et donc, dans ce score-là, ils utilisent les données qui sont captées dans leur propre réparation. Et avec ce score de durabilité, ils offrent aux clients un système qui est un peu comparable à ce qu'on connaît avec les labels d'efficacité énergétique, entre autres. D'autres exemples sont la politique de certification. Donc, en ce qui concerne le label, le système de certification, c'est constitué un autre groupe de politiques efficaces. Donc, ils permettent d'orienter le processus de développement des produits, de les utiliser pour une communication efficace ou encore de les associer à des objectifs. Et donc, vous pouvez utiliser des labels non liés à un secteur comme Cradle to Cradle, C2C, ou des labels plus spécifiques à un secteur ou à un groupe de produits comme les écolabel ou encore Ecotex pour les textiles maison. Si vous travaillez avec du contenu recyclé et biosourcé, là, il y a aussi des labels spécifiques et les plus populaires sont probablement Polycert ou encore la ISCC. En tout état de cause, donc, la norme ISRS existe également que la politique soit présentée de manière structurée. Et quels sont les aspects à prendre en compte? Donc, c'est nécessaire d'écrire le contenu, les objectifs de la politique, de décrire le champ d'application, d'indiquer qui est responsable dans le management pour l'implémentation de cette politique-là et aussi de montrer comment vous avez pris en compte les intérêts des parties prenantes dans le développement de ces politiques. Les politiques sont qu'un aspect, donc les actions doivent également faire l'objet du rapportage. Mais qu'est-ce qu'une action? Elle contribue à la mise en œuvre d'une politique. Et les normes, ils vous demandent de vous concentrer sur les actions clés que vous avez entreprises au cours de l'année de référence ou sur celles qui sont prévues. Et donc, la norme exige que vous indiquiez le champ d'application, les horizons temporels et encore les coûts spécifiques ou les coûts d'investissement pour exécuter ces actions clés. Là encore, un exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Solvay, qui donne une bonne idée des actions circulaires qu'ils entreprennent grâce à une vue d'ensemble assez interactif et spécifique au site du portefeuille sur son site web, où vous pouvez sélectionner par site les actions clés, entre autres avec l'utilisation des ressources
et l'application des principes de l'économie circulaire. On va continuer avec les indicateurs et les objectifs. Et pour ça, je donne de nouveau la parole à Laura. Merci Thomas. Mais donc là, je vais vous donner un petit peu plus de contenu sur la partie indicateurs et objectifs. Alors, au niveau des indicateurs et des objectifs, donc il y a, en fonction de, évidemment, si le sujet a été identifié comme matériel dans votre analyse de matérialité, vous devrez indiquer des objectifs quantifiés par rapport à l'utilisation des ressources et à l'économie circulaire. Et vous devrez également rapporter sur le progrès que vous avez effectué en termes d'amélioration de la conception circulaire de vos produits, en termes de, par exemple, d'amélioration du taux d'utilisation de matériaux circulaires dans votre chaîne de production, de minimisation des matières premières vierges qui sont non renouvelables, ou par exemple sur l'inversion de l'épuisement du stock de ressources non renouvelables ou la gestion des déchets. Et vous devrez également rapporter sur les flux entrants, donc le poids total des produits et matériaux qui sont utilisés et le pourcentage de ressources renouvelables et de réutilisation ou de recyclage, et sur les flux sortants, sur vos produits et matériaux, donc le poids total et le pourcentage de matériaux qui proviennent de produits ou de services qui sont conçus selon des principes circulaires. Donc, les objectifs et les flux entrants et sortants sont conditionnés à votre analyse de matérialité. Par contre, comme je l'ai mentionné au début de la présentation, il y a certains indicateurs qui sont obligatoires, quels que soient les résultats de votre analyse de matérialité. Et ici, pour le standard, sur le standard E5, il y a les déchets. Donc, indépendamment de votre analyse de matérialité, vous devez rapporter des indicateurs qui sont relatifs à la gestion de vos déchets, sur la quantité totale de déchets générés par votre entreprise au cours de l'année de rapportage, évidemment, en fonction du type de déchets, donc dangereux et non dangereux, et en fonction du type d'opération de valorisation d'air. Si on regarde un petit peu plus en détail des exemples concrets, si on regarde au niveau des objectifs, donc évidemment en fonction des critères que Thomas a déjà décrits par ailleurs, vous devrez évidemment définir vos objectifs en matière quantitative, donc ils doivent être mesurables et définis dans le temps et axés sur des résultats, et ils doivent inclure non seulement votre périmètre, vos activités, mais éventuellement d'autres étapes de la chaîne de valeur, amont ou aval, avec des limites géographiques définies. Si on regarde par exemple Philips, eux ont défini un objectif de revenus, aussi comme Solvay, donc 25% de leurs revenus qui sont générés à partir de produits de services circulaires. Au niveau des flux entrants et sortants, donc là, il y a aussi une petite spécificité, donc évidemment en fonction de votre analyse de matérialité. Et le deuxième, c'est aussi de regarder si vous êtes repris dans les chaînes de valeur essentielles du plan d'action européen pour l'économie circulaire, qui sont listés ci-dessous. Et si c'est le cas, alors vous devrez rapporter, comme je l'ai mentionné précédemment, le poids total et les matériaux qui sont utilisés en entrant ou en sortant. Et si on regarde un petit peu, voilà, par exemple, ACFA, eux ont rapporté le pourcentage total de l'aluminium qui a été utilisé et recyclé. Si on regarde un petit peu aussi, Barco, ils ont un éco-score avec un pourcentage de leurs produits qui sont conçus selon des manières circulaires. À nouveau, pour rappel, la partie déchets est obligatoire et doit être exprimée en tonnes ou en kilos, en unité physique. Donc ça, c'est pour la partie indicateurs et objectifs. Et si on regarde finalement le dernier bloc qui est demandé, ce sont un rapportage sur l'utilisation des ressources et de l'économie circulaire et quels sont finalement les risques et opportunités qui sont liés à l'économie circulaire qui vont avoir une influence sur le chiffre d'affaires de votre entreprise en termes de flux de trésorerie, de besoins en CAPEX, de coût du capital ou d'accès à du financement. Et pour ça, vous devrez vraiment identifier quels sont les effets financiers
qui sont liées aux risques et opportunités que vous aurez identifiés dans le cadre de votre analyse matérielle. Alors, vous pouvez rapporter, parce que évidemment, ce n'est pas un exercice qui est facile, de manière qualitative, quels seront les effets financiers au cours des 3 premières années de votre rapportage. Par contre, à partir de la 4e année, vous devriez tenter de quantifier ces effets financiers, notamment les effets financiers liés aux risques, celles des opportunités, donc, par exemple des nouveaux revenus liés à des nouveaux business, etc., circulaires, ne devront pas être rapportés en termes d'effets financiers. Si on regarde un petit peu en termes d'exemples, eh bien, à nouveau, si on prend l'exemple de Solvay, donc Solvay, eux, ont vraiment bien identifié, en fonction des risques et des opportunités liées à l'économie circulaire, comment ceux-ci vont affecter le chiffre d'affaires de leur entreprise. Et si on regarde un petit peu plus en détail, un exemple particulier de quantification qui est possible, Thomas a déjà mentionné ça par ailleurs, c'est la taxe sur le plastique. Donc, depuis 2021, voilà, les membres de l'Union européenne doivent contribuer à un budget sur les plastiques d'emballage non recyclés. Eh bien, si on prend l'exemple de l'Espagne, en Espagne, il y a déjà un taux de 450 € par tonne qui est appliqué depuis cette année sur voilà, l'ensemble des plastiques non recyclés qui sont mis sur le marché. Et ça, c'est quelque chose que vous pouvez facilement quantifier en fonction voilà, des produits, des emballages que vous mettez sur le marché et en fonction des différentes géographies. Je m'arrête ici sur les obligations de rapportage de la directive CSRD et je vais maintenant céder la parole à Aurélie Mossou qui est responsable du développement durable au sein du groupe NMC qui apportera son témoignage sur la manière dont l'économie circulaire est gérée au sein du groupe NMC. Et Aurélie, je te cède donc la parole. Merci, vous m'entendez parfaitement? Ok, super. Merci tout d'abord pour l'invitation et de nous donner la possibilité de nous exprimer sur notre expérience. Je vais commencer tout d'abord par une brève présentation du groupe NMC, parce qu'on est peut-être un peu connu, mais certainement pas de tous. Donc, le groupe NMC est une société qui est familiale, donc qui a été constituée dans les années 50 ici dans la région de Penn. Donc on est une société belge qui a grandi au fil du temps pour avoir une empreinte internationale majoritairement européenne. Donc on a plusieurs usines de production, de conversion en Europe, en Scandinavie, en Russie, au Brésil notamment, et aussi évidemment des bureaux de vente qui sont situés un peu partout. Donc nous sommes évidemment concernés par le scope de la CSRD dans la mesure où nous avons plus ou moins 1600 collaborateurs et on est à peu près à 380 millions de chiffre d'affaires. En termes de produits, on a vraiment une gamme de produits qui est assez diversifiée. Donc nous proposons des produits de décoration. Donc des moulures, des cimaises, des panneaux muraux, comme vous pouvez voir sur une des photos, celle en haut à gauche. Ensuite, nous avons une gamme de produits qui sont des sous-couches parquet, donc qui permettent d'améliorer l'isolation des parquets, isolation acoustique et isolation aussi en termes de chaleur. On propose toute une gamme de produits d'isolation de tuyaux, isolation chaud, isolation froid, pour des applications B2B mais aussi B2C. Donc la plupart d'entre vous ont certainement des tuyaux d'isolation de conduite chez eux, mais on propose aussi des solutions pour les industriels. On a également toute une gamme de produits de loisirs, donc ce qu'on appelle Toys and Leisure, ce sont les petits coussins pour s'agenouiller. Là aussi, si vous avez à la maison un coussin multicolore en mousse, il est plus que probable qu'il provienne de chez nous, donc qu'il soit fabriqué en Belgique. Ensuite, on a toute une gamme de produits de protection de transport, donc ce sont des produits qui sont considérés comme de l'emballage.
qui permettent de protéger des appareils électriques, des meubles, mais également qui sont utilisés dans l'automobile, donc pour protéger les pare-brises, les portes, les portières. Donc là aussi également, produits que vous avez peut-être déjà eu l'occasion de voir, ce sont ces mousses qui protègent les portières sur les nouveaux véhicules. Il y a aussi toutes les choses pour que ce soit des mousses qui proviennent de chez nous. Enfin, on a toute une gamme de produits d'isolation vraiment techniques. Donc, ce sont en général des produits qu'on ne voit pas. Donc, comme vous le voyez ici sur l'image, ce seront des mousses qui accroissent l'isolation thermique des châssis ou dans l'automobile qui permettent de limiter la transmission des bruits, des vibrations. Et toute une gamme de produits qui permettent de donner un aspect bois en fait pour faire un aspect bardage sur les façades ou des volets. Donc, comme vous le voyez, on a une gamme de produits qui est assez diversifiée. On est actif à la fois dans l'automobile, dans l'emballage, dans la construction, dans les jouets, ce qui fait que naturellement, toutes les considérations circularité, mais aussi toutes les nouvelles règles de l'Union européenne s'appliquent à nous dans bien des domaines. La durabilité est une des valeurs importantes pour NMC qu'on met en avant aussi depuis de nombreuses années et qui est quelque part dans l'ADN de la société. Et on a ce souhait réellement de mettre cela au cœur de nos activités aussi de production et de développement de produits. Alors évidemment, la question se pose, oui, mais pourquoi est-ce qu'on travaille sur le développement durable? Je pense que je ne vais rien vous apprendre de neuf, mais évidemment, chaque société est soumise à différentes pressions qui vont la pousser à agir. Nous en avons identifié 3 en tout cas qui s'appliquent à nous. Et forcément, NMC est soumis à la pression du marché, des clients, de leurs demandes, mais aussi évidemment de celle des concurrents. Nos clients nous évaluent sur cette base, nos clients attribuent des contrats sur base de certains critères qu'on remplit ou pas. Ensuite, il y a évidemment toute la réglementation. Möbius, Laura vient de vous en expliquer une qui est importante. Ce n'est pas la seule, mais c'est clair que celle-ci va nous occuper pas mal pour les prochaines années. Et enfin, il y a évidemment la vision de l'entreprise, notre volonté propre en tant qu'entreprise de contribuer à une approche plus durable dans notre activité. C'est à ce titre que nous avons entamé une démarche pour clarifier et coordonner notre approche du développement durable. Donc, on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, on va faire du développement durable, c'est tendance en ce moment ». Non. Donc, chez NMC, c'est vraiment quelque chose qu'on a toujours fait. Mais ici, on a bien senti au fil des années des changements législatifs et de ces changements justement de demande de nos clients qu'il était temps d'avoir une approche plus coordonnée, plus claire, concernant à la fois les objectifs qu'on se fixe et les manières d'y arriver, les plans d'action et la façon dont on mesure ces résultats. Alors évidemment, dans le développement durable, il y a 10 000 champs d'action potentiels. Hein, vous pouvez vous attaquer à tout un tas de domaines. Mais pour ceux qui ont déjà effectué leur matrice de matérialité, il faut surtout s'attaquer à celles sur lesquelles on a un impact. Ça ne sert à rien de s'acharner sur le travail des enfants si a priori on a une usine qui est installée en Wallonie exclusivement, puisqu'en principe, ça ne devrait pas être trop problématique. En revanche, c'est pas pareil si on est une entreprise qui travaille dans le textile, par exemple. Donc, la matrice de matérialité nous a vraiment permis de structurer notre approche pour déterminer, OK, pour NMC, quels sont les piliers sur lesquels on doit travailler, quels sont les sujets du développement durable, donc les topics qui sont importants pour NMC et sur lesquels NMC a un impact naturellement. Donc ça s'est fait au travers de cette approche coordonnée, de comprendre ce qu'il se fait dans le marché,
ce qui est important pour nos parties prenantes externes, ce que font nos clients, ce que font les concurrents. Enfin, en interne, qu'est-ce qui est important à la fois pour les actionnaires de NMC, mais aussi pour les collègues de NMC qui sont eux aussi en contact avec les clients, qui subissent aussi, enfin subir, si je peux me permettre, différentes pressions pour comprendre vraiment, OK, quels sont les sujets importants. Et enfin, pour aboutir avec une conversation vraiment qui a pris plusieurs semaines et plusieurs mois au niveau du management pour vraiment déterminer quels sont les sujets importants pour NMC et qui seront les sujets pour lesquels, à l'avenir, nous, on va se fixer des objectifs pour justement progresser en matière de développement durable. Donc, c'est tout frais. On vient de définir notre stratégie et les objectifs qu'on se fixe pour 2030. Et donc, quand je parlais de piliers et de sujets importants pour NMC, on les a répartis en 4 piliers. Donc, il y a le pilier décarbonisation, qui concerne naturellement tout ce qui est changement climatique, émissions de CO2. Un pilier très important qui est le pilier circularité qui nous occupe ici dans le cadre de ce webinaire. Enfin, un pilier empowerment qui concerne plutôt la partie social, donc vraiment les impacts sur les équipes de NMC. Et enfin, une partie sur le business responsible, donc éthique, qui est aussi un des aspects importants pour nous. Au niveau de la circularité, donc là, on sait, comme d'autres, comme Laura vous a présenté, comme d'autres, nous nous sommes fixés des objectifs d'utilisation de polymères ou de matières premières plus largement qui sont à bas carbone ou en tout cas à carbone plus bas que ce qu'on utilise actuellement parce qu'NMC, vous l'avez peut-être compris, je ne l'ai pas précisé, NMC extrude des mousses synthétiques. Donc nous travaillons, le core business ce sont les plastiques et donc on a clairement là un impact important dans les matières qu'on utilise. Un deuxième objectif, c'est vraiment de s'assurer qu'aucun des déchets qu'on continuera à produire au cours de notre processus de fabrication ne soit mis en décharge. Et enfin, notre souhait, c'est vraiment d'établir en premier un référentiel vraiment de qu'est-ce que l'éco-design pour les produits NMC et à terme, quand on aura fait un état de la situation, de se fixer des objectifs en matière de minimum de gamme qui doit répondre à ces critères. Thomas, tu peux switcher. Merci. Et donc, nous sommes dans le cadre de la CSRD, nous sommes à ce moment-ci en train d'ajouter, de clarifier les KPIs qui découlent de la norme. Donc, d'une part, les KPIs obligatoires, comme Laura a expliqué, donc ceux que ce soit matériel ou pas pour NMC, nous devrons faire du rapportage, ainsi que ceux qui sont issus de notre analyse. Donc, nous allons avoir un set de mesures supplémentaires qui seront ajoutées dans notre reporting. Je ne les ai pas mentionnées exhaustivement, mais évidemment, il est question du contenu en circular carbon. Donc par circular carbon, nous on entend tout ce qui est recyclé, renewable, enfin toutes les matières qui contiennent du carbone finalement qui a été qui est circulaire d'une manière ou d'une autre. Les quantités de polymères provenant de ressources renouvelables, de ressources recyclées, que ce soit du recyclage mécanique ou de recyclage en mass balance, puisqu'à ce stade-ci, l'Union européenne n'est toujours pas d'accord sur le fait que le mass balance est considéré comme du recyclage. Donc, nous avons pris les devants et on va faire la distinction. Et enfin, vraiment de pouvoir déterminer la partie de notre chiffre d'affaires qui est réalisé à base de ces produits
et notamment aussi évidemment le KPI qui concerne les déchets, tout en sachant que derrière ça, et je ne les ai pas listés, mais il y aura vraiment toute une analyse de tous les types de déchets, les quantités, pas seulement ceux qui sont mis en décharge. Et ce, au niveau du groupe NMC. Donc, comme vous l'avez vu, on est un groupe avec plusieurs entités. Et donc, le gros challenge, ça va vraiment être de récolter ces données, de les consolider, de s'assurer que la qualité de la donnée est correcte, c'est-à-dire que tout le monde a bien la même définition du KPI, la même définition, la même compréhension dans toutes les entités du groupe. Donc, quand on parle d'économie circulaire chez NMC, de la même manière qu'on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, on va faire du développement durable », on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, on va un peu regarder comment on peut recycler nos matières ». C'est vraiment un processus qui a lieu depuis toujours. On utilise notre propre recyclé depuis plus de 30 ans, donc c'est-à-dire que les déchets de production sont réintroduits dans le processus de fabrication depuis des dizaines d'années. Au cours du temps, naturellement, on a amélioré notre processus, on a augmenté la quantité la proportion qu'on peut récupérer, on a amélioré notre gestion de ces déchets, on va les appeler encore déchets, pour s'assurer qu'ils soient recyclables et qu'ils puissent être recyclés aussi de la meilleure des manières, c'est-à-dire éviter peut-être de mélanger des couleurs pour pouvoir les réutiliser dans les produits à plus haute valeur ajoutée, pour ne pas faire que du noir. Et également, depuis de nombreuses années, on introduit des matières recyclées qui proviennent de fournisseurs externes. Donc, ce ne sont pas des déchets de production interne, mais bien du post-industriel, du post-consumer aussi, et des produits en mass balance. Donc, mass balance renewable dans ce cas-ci. Et on a quelques projets de logistique inversée avec nos clients pour récolter des déchets de mousse, ou en tout cas des mousses utilisées, on ne les qualifiera pas de déchets, des mousses qui ont été utilisées pour pouvoir les réintroduire dans le processus de recyclage. Ça a été mentionné également, on a aussi une politique de faire certifier ce processus-là parce qu'on part du principe que c'est très beau de pouvoir dire on introduit du recyclage, on fait jusqu'à, mais nous, ce qu'on voulait pouvoir faire, c'est vraiment prouver, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Et dans ce cadre-là, on trouvait qu'il était important de pouvoir prouver que effectivement, à chaque stade de la fabrication, quand on dit qu'un produit contient un pourcentage minimum de recyclé, eh bien, ce soit bien le cas et que nos systèmes de management soient mis en place pour pouvoir s'assurer que ce soit le cas. Dans ce cadre-là, on a choisi la certification Polycert pour toute une série de produits, principalement d'emballage, parce qu'il nous semblait important de pouvoir assurer la transparence vis-à-vis de nos clients. Et d'autre part, pour les produits qui sont mass balance, là évidemment, le concept même de mass balance impose la certification, et dans ce cas-ci, on a choisi le système ISCC+, qui s'impose comme le standard en la matière pour le suivi des produits mass balance. Ensuite, un des aspects importants, donc comme je l'ai expliqué précédemment, c'est aussi de s'assurer que les produits qu'on met sur le marché, indépendamment du fait qu'ils soient ou non déjà collectés, c'est-à-dire que oui ou non, il y ait déjà des schémas de collecte mis en place dans les différents pays, il nous semble important de s'assurer que les produits, quand on les conçoit, soient au plus possible recyclables, c'est-à-dire composés de matériaux qui permettent le recyclage. Donc les mousses en tant que telles sont des produits légers qui sont assez sobres en consommation de matière. Hein. On a des mousses qui pèsent 30 kg au mètre cube, donc vous pourriez porter
1 mètre cube de mousse sans trop de problèmes. Donc, c'est évidemment, le produit en tant que tel est assez sobre. Et surtout, pour la partie emballage, ce sont des produits qui permettent d'éviter les dégâts à d'autres produits de valeur. Donc, en ce sens, ils permettent aussi d'éviter le gaspillage de ressources. Et évidemment, tous nos produits d'isolation contribuent aux objectifs de réduction des émissions. Mais au-delà de ça, nous avons récemment établi vraiment des critères d'éco-design pour le développement de nos produits. C'est-à-dire que nos produits doivent répondre à un certain nombre de critères et l'objectif à plus long terme sera d'avoir un minimum de ces produits qui répondent à tous les critères dans notre gamme. Alors, en quoi est-ce que l'économie circulaire est une opportunité pour NMC? Premièrement, clairement, on est dans un marché, le plastique, on est dans un univers qui est clairement mis sous pression. Et donc, celui qui ne travaille pas à ça, je pense, ne continuera pas à travailler longtemps, ne va pas pouvoir assurer la pérennité de son business. Par ailleurs, même dans d'autres domaines que l'emballage, nos clients sont de plus en plus sensibles, mettent en place eux-mêmes des programmes, des stratégies de réduction des émissions. Et dès qu'on parle de Scope 3, évidemment, tous les fournisseurs sont concernés. Et il est très clair que le Scope 3, ce sont les matières entrantes, donc que ce soit nos produits vis-à-vis de nos clients ou nous-mêmes, les matières premières que nous utilisons. On a tout intérêt, si on veut réduire notre impact, à travailler sur les matières qu'on met en œuvre. Et vis-à-vis de ces clients qui sont sensibles et qui ont aussi entamé une démarche, qui sont aussi ambitieux en termes d'objectifs, travailler sur la circularité, ça nous permet réellement d'avoir un meilleur positionnement par rapport à la concurrence. Et puis, comme vous l'avez vu, on va avoir des obligations. Si elles ne sont pas encore là, elles arrivent. On a parlé de plastic tax. Il y a certains marchés qui vont interdire la mise sur le marché de plastique d'emballage qui ne contiendrait pas 30% de recyclé. C'est une tendance et il faut s'y préparer et il vaut mieux s'y préparer plutôt que trop tard. Et enfin, l'utilisation de ces matières nous a aussi permis techniquement de progresser sur la compréhension de certains mécanismes, parce que travailler une matière vierge, ce n'est pas la même chose que travailler une matière recyclée. Et donc, clairement, ça, c'est une opportunité très claire pour nous de progresser en termes de compréhension de process. Bien sûr, on n'a pas attendu qu'on y soit obligé. On travaille sur ces projets depuis de nombreuses années. Mais par contre, là où on voit une opportunité, c'est que le fait que nous serons obligés de communiquer de façon transparente va nous forcer à communiquer, peut-être aussi parce que parfois nous sommes prudents. Nous préférons éviter de communiquer plutôt que mal communiquer. Et ici, on va y être obligé d'une certaine manière. Et je suis convaincue, nous sommes convaincus que ça donnera une plus grande visibilité en fait aux efforts qu'on met et qu'on a déjà mis en place. Peut-être sans en parler, peut-être en répondant aux clients quand ils nous posent la question, mais sans automatiquement expliquer ce qu'on fait. Alors, évidemment, il y a des opportunités, mais il y a aussi des difficultés. Utiliser du recyclé, puisqu'on parle de circularité, c'est pas facile. Il est très compliqué d'atteindre des niveaux importants de matière recyclée dans les produits. C'est d'autant plus compliqué que dans la mousse, on a besoin d'une extrême stabilité, on a besoin de spécifications techniques qui sont très très serrées. Et bon, pour ceux qui s'y connaissent un peu dans les matières plastiques, un plastique recyclé ne se comporte pas comme une matière vierge. Et donc, il est très compliqué de trouver des matières qui soient techniquement
stables, qui ont les caractéristiques techniques requises. Et par ailleurs, à ce stade-ci de la législation, seul le post-consumer est considéré comme du recyclé. Or, il y a aussi des gisements de matières recyclées de haute qualité, mais qui ne sont pas post-consumer et qui, à ce stade-ci, ne peuvent pas encore être considérés comme du contenu recyclé. Je ne vous ferai pas part de mon avis en la matière, mais ça me paraît un peu limitatif. Ensuite, le changement de nos process pour introduire des matières recyclées implique de nombreux investissements. Parce que d'une part, on a, vous l'avez vu, énormément de types de produits. Ce qui veut dire qu'on doit trouver des solutions pour tous les produits et que ce qui fonctionne dans une gamme ne va pas forcément fonctionner dans une autre gamme. Ensuite, évidemment, on doit adapter nos équipements dans toutes les usines de production qui seront concernées. Dans une usine, on n'a pas qu'une seule ligne de production et donc ça démultiplie les investissements qui sont nécessaires. Et enfin, les matières disponibles et de qualité ne sont pas fréquentes et le prix reste un frein aussi pour vendre ces produits à nos clients à ce stade-ci. Enfin, la variété de législation sur le marché REAC européen ne nous facilite naturellement pas les choses, dans la mesure où simplement quand on parle de marquage, il y a des disparités énormes entre les pays. Les obligations de marquage concernant justement le recyclage du produit, des emballages, ne sont pas les mêmes si vous vendez sur le marché italien, si vous vendez sur le marché français. L'Espagne a l'intention de mettre en place aussi des systèmes de marquage différents. Les déclarations sur le contenu recyclé, l'EU travaille sur le Green Claim, mais voilà, à ce stade-ci, on peut encore dire un peu de tout et n'importe quoi et ça n'aide pas à la transparence, ni pour nos clients, ni pour le consommateur final. Donc à ce niveau-là, il y a encore pas mal de travail. Donc à ce stade-ci, voilà notre expérience. On est en train de mettre en place le nécessaire pour être conforme à la CSRD. Donc, on a des groupes de travail pour étudier les standards, pour réfléchir aux KPIs qui devront mettre en place. On est soutenu dans ce travail par Möbius, parce que voilà, on ne peut pas non plus tout faire tout seul. Mais on sait qu'il y a encore pas mal de pas sur la planche et heureusement on a encore quelques années devant nous, mais pas non plus énormément. Donc si j'ai une recommandation à faire, c'est mettez-y vous vite et prévoyez des ressources pour bien comprendre et faire le nécessaire pour récolter vos données. Merci pour votre temps. Merci beaucoup Aurélie pour cet témoignage très intéressant. Un autre sujet qu'on avait prévu, c'est de parler avec vous sur les outils de suivi de la circularité. Pour des raisons de timing, je vais juste dire qu'il y a des outils qui existent pour suivre la circularité, pour aussi soutenir les entreprises dans la détermination de quel aspect faire le focus. Il y a un outil qui s'appelle le Circularity Tracker qui a été développé par Vito, qui existe. Mais donc, pour ça, on va mettre à disposition ces informations-là, ces slides sur ce sujet. Mais donc, si vous avez la moindre question là-dessus, n'hésitez aussi pas de revenir vers nous. Mais je pense que je donne la parole à Laura. Merci beaucoup Thomas et encore un grand merci à Aurélie qui a permis d'illustrer de manière beaucoup plus concrète ce que la directive CSRD voulait dire au sein du groupe NMC et comment est-ce qu'il traduisait finalement toutes les exigences de rapportage en pratique au sein du groupe. Voilà, ça nous amène à la séance de questions-réponses pour laquelle il nous reste encore une petite minute.
je vois qu'il y a déjà 2 questions et donc je vais déjà répondre à ces 2-là. N'hésitez pas encore à mettre des questions dans le chat box si vous en avez d'autres. La première question est une question qui est relative aux normes sectorielles. Donc, on a expliqué en début de présentation que la directive CSRD a publié des standards et ces standards sont applicables à toutes les entreprises qui sont soumises à la directive et que des normes sectorielles étaient en cours. Et la question est donc pour quel secteur des normes spécifiques seront développées. Et donc pour l'instant, les secteurs qui ont été annoncés comme sous travail de l'EFRAG, qui est le groupe qui développe ces standards-là, sont les suivants. Donc l'agriculture, l'élevage et la pêche vont faire l'objet d'un standard spécifique. L'exploitation minière, et notamment le charbon, évidemment, tout ce qui est lié à l'énergie, tout le secteur de l'énergie et utilité, celle du pétrole et du gaz, évidemment aussi. Donc, on voit qu'en fait, c'est des secteurs voilà, qui sont les plus impactants également sur les aspects environnementaux. Le transport routier fera également partie des normes spécifiques, ainsi que 2 autres secteurs, l'alimentation et les boissons font également l'objet d'un secteur spécifique, et tout ce qui est relatif au secteur textile, accessoires, bijoux et chaussures. Et donc ça, c'est en cours de travail avec les premiers sets qui seront disponibles à partir de 2023, focalisés plutôt sur les secteurs les plus émetteurs, donc plutôt liés à l'énergie. Il y a une deuxième question que je te propose d'y répondre, Thomas, c'est la norme est présentée comme un projet pour l'instant, et d'ailleurs tous les standards qui ont été publiés, toutes les normes qui ont été publiées sont toujours en draft. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait de grandes évolutions jusqu'en juin 2023, qui sera le moment de l'adoption finale des standards selon la directive CSRD? De notre côté, on n'attend pas beaucoup de modifications. Il y avait l'année passée, il y avait une version qui était lancée en avril. Après, ça a été revu. Il y a une deuxième version de standard qui a été publiée en novembre après une consultation. De notre côté, on ne pense pas on n'attend pas à beaucoup de modifications vis-à-vis les standards qui ont été publiés en novembre. Ben donc, on ne sait jamais, mais on pense que ce sera plutôt des détails et plus les grandes lignes. Merci beaucoup, Thomas. On est arrivé à la fin du webinaire. Donc, voilà, on espère que ce webinaire vous a permis de mieux appréhender et vous préparer à la directive CSRD, et notamment ici, en particulier sur le standard qui est relatif à l'économie circulaire. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, donc sur le site de l'EFRAG, qui est à nouveau l'organisme qui prépare les normes dans le cadre de la directive CSRD, vous pouvez aller sur le site web, il y a une petite vidéo qui explique ce standard également plus en particulier. Et peut-être juste avant de vous quitter, on souhaitait faire un petit sondage pour vous demander quel est le contenu qui vous intéresserait d'approfondir par la suite. Donc, si vous prenez une petite minute pour répondre à ce standard. Et j'en profite pendant que les personnes répondent au sondage pour annoncer, et c'est une bonne nouvelle en tout cas, en fonction des réponses pour l'instant qu'on reçoit, que nous allons organiser le 8 juin prochain un webinaire qui est dédié à la double matérialité et comment pouvoir l'aborder. Donc, quand on vous enverra les slides, j'ai déjà remis le lien ici, vous pouvez vous inscrire à ce webinaire. Le webinaire sera donné en anglais, tout le monde puisse y suivre. Donc, on vous invite aussi à nous joindre le 11 juin pour aborder ce sujet en particulier. Voilà. Et donc, si vous avez la moindre question qui n'aurait pas été, à laquelle vous n'aurez pas pu répondre aujourd'hui, ou vous souhaitez des informations complémentaires, n'hésitez pas à nous contacter, donc moi-même ou Thomas, et sur l'outil Vito que Thomas a brièvement énoncé. Emma également est la personne de contact chez Vito pour répondre à ces questions sur l'outil.
On vous remercie d'avoir pris votre temps pour assister à ce webinaire et on vous souhaite une excellente après-midi. Au revoir à tous. Au revoir. Bon après-midi.